Bonjour. Chers amis de la Fondation, on a l'occasion aujourd'hui d'aborder un sujet qui est au cœur du débat public français, la question laïque. Et nous l'abordons avec Éric Anseau, historien, 19e, spécialiste de Napoléon III, de la Seconde et de la Troisième République, et qui a publié, et oui je vous le dis mon cher Éric, un livre très fouillé sur la question laïque, sur un plan historique, philosophique, juridique, politique et sociologique. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité converser avec vous au nom de la Fondation et de nos débats. Et je vous remercie d'être là, mon cher Éric. Merci à la Fondation de m'accueillir. Pour entrer dans le vif du sujet, il y a un point qui était capital dans votre ouvrage, c'est la philosophie et l'histoire du concept de laïcité. Tout d'abord, à quand remonte l'origine du concept ? Alors, les choses sont un peu compliquées. Mon titre, vous l'avez vu, c'est laïcité, un principe, de l'Antiquité au temps présent. Parce qu'en fait, on peut faire remonter d'une certaine façon la laïcité, je dirais, de l'esprit, dès l'Antiquité. Mais bien évidemment, toute chose égale par ailleurs, la laïcité, elle s'est affirmée à partir des Lumières, du XIXe siècle, de la loi de séparation de 1905 en France. Et ce que j'ai voulu aussi, en plus de proposer une vision diachronique, c'est de proposer une vision synchronique, parce qu'on parle de la laïcité française, de la laïcité républicaine, qui peut d'ailleurs être à l'étranger mal comprise, stigmatisée, mais il existe des laïcités dans beaucoup d'autres pays aussi. Alors, c'est vrai que vous mettez l'accent sur la dimension universelle aussi de la laïcité, et qu'elle n'est pas simplement, contrairement aux idées reçues, qu'une singularité française, même s'il y a une certaine singularité dans certaines spécificités, nous allons y revenir. La définition du mot laïcité, ça vient du grec laos. Exactement. Et que signifie laos ? Alors, en grec, il y a, dans le grec ancien, trois termes pour parler du peuple, en fait. Vous avez ethnos, vous avez laos et vous avez démos, qui est le terme peut-être le plus connu. Alors, démos, c'est le peuple en tant que peuple politique, je dirais. Ethnos, c'est le peuple culturel, ethnique, d'une certaine façon, identitaire presque. Et puis, vous avez le Laos. Et le Laos, c'est le peuple qui englobe absolument tout le monde, tous ceux qui font société, qui vivent en commun. Et il n'est pas par hasard, il n'est pas un hasard en fait que ça soit ce terme qui est donné laïcité, puisque on définira peut-être la laïcité dans un instant, l'une des raisons d'être du principe de la laïcité, c'est que nous puissions faire société, que nous puissions tous vivre ensemble. Et il y a un point qui était très important dans votre ouvrage, et je souhaiterais évidemment vous interroger dessus, c'est la dimension historique. Et en vous lisant, j'ai pensé aussi aux travaux de Jean-François Colosimo, qui avait publié un livre sur 1000 ans de laïcité, pour dire que nos origines laïques remontent bien antérieures aux Lumières, à la Révolution française, et vous soulignez le rôle qu'a joué l'État dans l'affirmation du pouvoir civil, et vous prenez l'exemple très connu, Boniface VIII et Philippe le Bel. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur ce sujet ? Tout à fait. Alors, Jean-François Colosimo a publié un livre il y a quelques années qui s'apparente d'une certaine façon au mien. Son titre prête aussi, je dirais, à controverse, un peu comme le mien, puisqu'il a sous-titré son livre « La laïcité, une religion française ». Mais il faut bien comprendre pourquoi il a appelé ainsi, parce que la religion, c'est ce qui permet étymologiquement de faire lien, justement, de faire société. Et c'est un petit peu comme ça qu'il a conçu son approche. Donc nous nous retrouvons sur beaucoup de points. Et effectivement, l'histoire de la laïcité est un grand principe parce que nous, si vous voulez, la laïcité, aujourd'hui, on a en tête la loi de séparation des églises et de l'État, le principe de neutralité. Mais en fait, la laïcité telle qu'on peut la définir historiquement et en comparaison internationale, ce sont trois choses. C'est d'une part le refus de l'assujettissement de l'État et de la société aux idéologies au sens large et plus spécifiquement aux religions. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la liberté de conscience de chacun. Et le troisième élément, eh bien, c'est l'égalité de tous devant la loi. Or, ces trois éléments, alors soit liés les uns aux autres, soit séparés, on va les retrouver dès l'Antiquité, chez un certain nombre de penseurs. Alors je pense par exemple à Épicure, le penseur grec, ou son disciple latin Lucrèce. Ils ont déjà d'une certaine façon une pensée laïque en tête, et dans leurs écrits, ils la défendront. Et ça parlera peut-être à ceux qui visionnent cette vidéo. Elle est bien connue depuis que le réalisateur
réalisateur espagnol Amenábar en a fait un film à succès qui s'appelle Agora, avec la sublime Rachel Weisz. C'est Hypatie d'Alexandrie, hein, qui a payé de sa vie justement le fait qu'elle voulait faire advenir la raison en disant voilà, il faut que tous, quelles que soient nos convictions religieuses, nous puissions dialoguer ensemble. Hein, elle a été stigmatisée et elle a fini assassinée, comme vous le savez. Et mon cher Éric, il y a eu un aboutissement en 1905, parce qu'on retient 1905 comme une date majeure dans la culture politique républicaine laïque, et qui est, d'une certaine manière, l'aboutissement de la guerre des deux France. Mais qu'est-ce que c'est que cette guerre des deux France? Oui, alors la loi de séparation des églises et de l'État de 1905 qui pose, je dirais, deux principes absolument fondamentaux, qui sont des principes à tel point que l'article 1 et l'article 2, je vais y venir dans un instant, sont dits principiels. Hein, ils sont vraiment fondamentaux pour notre République. Le premier article qui pose la liberté de conscience et la liberté des cultes, en y mettant simplement une limite, c'est le respect de l'ordre public qui est évoqué dans cet article premier par les différentes religions. Et puis l'article 2, bien évidemment, qui dit que l'État en France ne salarie, ne subventionne, ne reconnaît aucun culte. Alors pourquoi ne reconnaît aucun culte? Ça ne veut pas dire que, bien évidemment, on ne peut pas pratiquer ces cultes dans la République, tout au contraire. Ça veut dire qu'avant, dans le cadre du Concordat, eh bien, les cultes étaient reconnus par l'État, étaient salariés par l'État, étaient dépendants, étaient dans la main, d'une certaine façon, de l'État. Alors cette loi, bien évidemment, de 1905 est tout à fait fondamentale, mais on le dira peut-être, elle a été depuis amendée à plusieurs reprises. Mais en amont, en fait, vous aviez une autre forme de laïcité républicaine, c'est la laïcité des années 1880, telle qu'elle a été en particulier défendue par Jules Ferry, grand ministre de l'instruction publique de ces années-là et président du Conseil, c'est-à-dire chef du gouvernement, avec un certain nombre de trains de mesures, de trains de loi adoptés entre 1880 et 1886. Je vous en cite ici quelques-unes. Le fait qu'on va déconfessionnaliser les bâtiments publics. Vous aviez par exemple dans les mairies, pour certains d'entre eux, un crucifix qui était présent. On va retirer ces crucifix. Le fait qu'avant les sessions parlementaires, là, ça surprend toujours quand je le rappelle dans les médias, eh bien, on ouvrait la session parlementaire par des prières publiques, liées bien évidemment au culte catholique. Tout cela va être supprimé. On va déconfessionnaliser les cimetières. On va rétablir le divorce par la loi Naquet de 1884, qui avait été supprimé, abrogé en 1816. Donc ce train de mesure est très important. Et à tel point que Jules Ferry, à la fin des années 1880, considère que voilà, la laïcité républicaine est advenue. Et Jules Ferry n'était pas un grand adepte de la séparation des églises et de l'État. Il connaissait très très bien notre histoire et il estimait que, parce que les Français, vous avez évoqué tout à l'heure la guerre des deux France, était très divisée, une France catholique et par certains côtés très intransigeante, et puis une France, on va dire, plus attachée à la liberté, à l'égalité des cultes, très souvent ici républicaine, mais pas seulement, eh bien, on devait conserver la haute main sur les religions. Et il ne voulait pas de séparation des églises et de l'État. Alors, il ne verra pas la suite du film, Jules Ferry, puisqu'il meurt en 1893. Et c'est vrai que la France va être prise dans une spirale à la fin des années 1890, la fameuse affaire Dreyfus, la loi de 1901 sur les associations qui les libéralise, mais qui fait une exception pour les congrégations religieuses, parce qu'on estimait qu'elle faisait du prosélytisme, de la propagande, ces congrégations catholiques, et on va interdire un certain nombre d'établissements confessionnels. Et à partir de ce moment-là, eh bien, pour pacifier les choses, on va décider, à partir de 1902, de séparer l'Église et l'État. Et c'est toute la séquence 1902 jusqu'au vote de cette loi de décembre 1905. Alors beaucoup de tensions à la suite dans l'immédiat, et puis au fil du temps, eh bien, cette loi a fait ses preuves, et il est vrai qu'en dehors de deux périodes de tension, la première autour de la loi Debré en 1959-1960, et la deuxième autour du projet de loi Savary, après l'élection de François Mitterrand en 80, les deux sur l'école. Hein. Un coup, je dirais, pour aller dans le sens de l'école libre, donc là on a eu tous les laïcs intransigeants
intransigeants dans la rue en 1960 contre cette loi, et le coup d'après, dans l'autre sens, pour essayer d'abroger la loi Fallou de la Deuxième République et puis la loi Debré de 59-60, eh bien, en 81-83, mais ce projet de loi de Savary, en raison de grandes manifestations publiques de la droite, des églises, eh bien, n'adviendra pas et le président Mitterrand finira par renoncer. Mais en dehors de ces deux périodes de tension, on a un XXe siècle qui a été pacifié par la loi de 1905. Là, vous montrez très bien que de l'Union sacrée jusqu'aux années 70, excepté les deux événements dont vous venez de mentionner, il y a eu un pacte laïque qui était très bien accepté dans la société française. Ah ben, tout à fait. Et alors la Grande Guerre, on parle d'union sacrée, a joué un rôle absolument considérable là-dedans. C'est la fraternité des tranchées, où le français d'origine juive, le catholique, le protestant, l'agnostique, l'athée et le musulman se retrouvent. Et rappelons, pour montrer que les choses ne sont pas aussi, je dirais, intransigeantes que certains voudraient le montrer, manichéennes, coulées dans le marbre, en dépit de la loi de 1905, eh bien la République décidera, pour rendre hommage à nos compatriotes musulmans qui avaient combattu aux côtés des compatriotes catholiques, athées, etc., eh bien, sur fonds publics, de construire la Grande Mosquée de Paris, qui sera inaugurée au début des années 20 par le président de la République. Donc c'est un geste très très fort. Avant d'arriver à la période contemporaine, celle qui suscite les plus grandes controverses, peut-être de nous dire, mon cher Éric, puisque vous l'avez souligné dans le livre, que le mot laïque apparaît au XIXe siècle. Tout à fait. Alors, si on en fait la généalogie, en général, il était convenu de dire que c'était les grands dictionnaires de Pierre Larousse et d'Émile Littré, au début des années 1870, et la Commune de Paris, de 1871, pour lesquels on trouvait les premières occurrences de l'adjectif laïque et de laïcité. Je m'empresse d'ajouter d'ailleurs, je fais un petit bond et un retour en arrière, que dans la loi de 1905, vous n'avez pas le terme de laïcité, vous n'avez pas l'adjectif laïque. Il faudra, pour retrouver dans un texte de loi fondamentale, un texte constitutionnel, attendre la 4e République en 1946 et attendre la 5e République en 1958 pour retrouver ces termes. Alors quand on fait la généalogie du terme, on remonte un petit peu plus haut. Dans un colloque qui s'était tenu il y a 2-3 ans, une de mes collègues avait réussi, alors vous savez qu'aujourd'hui par le numérique et par Google, on arrive, parce que beaucoup de textes de l'époque ont été justement numérisés, eh bien le travail est très simple de les googliser et de faire une généalogie, une archéologie. Elle est remontée à la 2e République, effectivement, 1849, et peut-être que lorsque davantage de textes seront numérisés, on se rendra compte que le terme est peut-être apparu au moment de la Révolution française, au moment des Lumières. Parce que quand on fait l'archéologie des choses, un des temps forts de la laïcité française, c'est les Lumières. Les Lumières, le maître mot des Lumières, c'est la raison, le livre célèbre de Kant, et vous avez quasiment tous les penseurs des Lumières qui ont une réflexion autour des termes qu'on retrouve dans la définition que je proposais tout à l'heure. Pensons par exemple à un Locke, John Locke, l'anglais, qui parle de séparer l'Église et l'État. Pensons à un Voltaire qui a une conception assez proche de ce qui adviendra ensuite, c'est-à-dire le concordat, où l'État, avec un souverain qui est un petit peu despotique, va contrôler les religions, mais pour le bien de la société, avec une cohabitation des différentes religions au sein de l'État. Voltaire est très anticlérical, mais il n'est pas anti-religieux, il faut le savoir. Et puis vous avez d'autres penseurs des Lumières, et là je penserais Diderot. Alors Diderot, lui, en revanche, c'est une pensée agnostique, voire athée, et d'Holbach, carrément, alors là, une pensée carrément athée. Quant à Jean-Jacques Rousseau, il est pour une religion civile, telle qu'elle adviendra d'une certaine façon aux États-Unis d'Amérique. Donc vous voyez, il y a un grand répertoire pendant les Lumières, tout ça va jouer pendant la Révolution, et au terme de la guerre des deux France qu'on évoquait tout à l'heure, eh bien, c'est la Troisième République qui va mettre tout ça en musique pour une laïcité telle qu'on la connaît aujourd'hui. Merci, cher Éric. Évidemment, on aurait pu parler aussi du directoire, parce que vous avez un très beau chapitre aussi sur le directoire, qui est un peu oublié. Séparation parce que c'est la première loi de séparation. Alors, je l'ai appris en lisant aussi ce livre. Et on arrive évidemment à un sujet qui suscite les plus grandes controverses, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a souhaité vous interviewer, mon cher Éric, pour prendre de la distance. C'est la question de l'islam qui apparaît dans l'arène publique à partir des années 80, notamment l'affaire de Creil. Et cette affaire de Creil,
elle est au cœur aussi de notre réflexion sur l'idée républicaine. Parce que l'école est considérée comme un sanctuaire, et à l'époque, un manifeste d'intellectuels va publier un papier qui va susciter les plus grandes controverses, non unique de l'école républicaine. Tout à fait. Et comment voyez-vous justement cette apparition du fait islamique par rapport au débat sur la laïcité? Alors d'abord, peut-être peut-on rappeler que la République et même la France ont déjà été confrontées à l'islam avant même les années 1980, puisque l'Algérie a été française entre 1830 et le début des années 1960, et qu'au moment de la loi de séparation des églises et de l'État de 1905, tout en proclamant qu'elle s'appliquerait à l'Algérie, elle ne s'est en réalité pas du tout appliquée à l'Algérie. Donc il y a eu, vous voyez, je dirais, une forme de pragmatisme de l'État républicain. Comme d'ailleurs, on retrouve le même pragmatisme en Guyane, ou bien encore avec le retour à la France de l'Alsace-Moselle dans un autre sens, en 1919, puisqu'on y a maintenu, vous le savez, le concordat. Donc la France avait déjà une pratique de l'islam. Mais il est vrai qu'à partir d'une immigration de masse, une immigration de travail, à partir des années 1960, dans le cadre des 30 Glorieuses, il a fallu, je dirais, voir un petit peu s'adapter à l'arrivée de populations musulmanes beaucoup plus importantes en métropole qu'elles ne l'étaient à l'origine. Et puis en 1980, il y a quelque chose qui change, c'est-à-dire que, j'en parle beaucoup dans mon livre, puisqu'il y a un chapitre qui s'appelle « Islam et laïcité », vous avez la révolution islamique qui intervient en Iran avec un islam chiite qui devient très puissant et qui va, par rapport au monde sunnite, susciter de grandes interrogations et d'une certaine façon une grande peur. Parce que ce qu'ont tendance à faire certains de nos politiques aujourd'hui, et qui est très dommage, c'est d'essentialiser l'islam et les musulmans. Mais l'islam et les musulmans sont très très différents. Il y a plein de conceptions de l'islam, je ne vous apprends rien, bien évidemment, très différentes. Et il y a des islams, entre le sunnisme, le chiisme, le raridjisme, et à l'intérieur de ces grands courants, différentes chapelles. Donc les choses sont extrêmement compliquées. Et il y a eu un durcissement d'une part de l'islam sunnite à partir de la révolution islamique iranienne de 1979. C'est le wahhabisme qui existait bien évidemment avant en Arabie saoudite et une forme de concurrence vers l'excès. Et beaucoup de nos compatriotes musulmans dans les années 80, qui étaient totalement en dehors de ces querelles, sont restés d'ailleurs en dehors de ces querelles, mais d'autres ont été, il faut le dire, un petit peu instrumentalisés par des courants, on va dire, islamistes, là, pour le coup. Et la querelle autour du voile de 1989, dans un collège à Creil, doit être resituée dans ce contexte-là. Parce que chez l'immense majorité des musulmans, il y a de la bonne foi, ils ne vont pas comprendre la réaction de la République, et il y a chez une partie des musulmans une volonté d'instrumentaliser, de tester, en fait, je fais allusion ici très clairement aux frères musulmans pour ne pas les nommer, de tester la République. Ça a été prouvé, ça a été montré par des études de fond historiques qui sont revenues en arrière sur l'événement 1989. Et la République n'a pas su répondre. Lionel Jospin, qui était le ministre de l'Éducation nationale à l'époque, un petit peu botté en touche, vous savez, il s'est tourné vers le Conseil d'État. Il s'est tourné vers le Conseil d'État. Alors le Conseil d'État a adopté, je dirais, un arrêt Michèvre-Michou qui n'a pas permis de résoudre le problème, parce qu'on a eu d'autres affaires du voile qui ont éclaté immédiatement après. Bayrou, qui a succédé à Jospin, a pris une circulaire en 1994 qui n'a pas résolu le problème. Et après, donc en 2004, il y a une loi qui est la première loi qui modifie la laïcité depuis 1905, qui interdit les signes ostentatoires, quels qu'ils soient d'ailleurs, dans les établissements scolaires, le primaire, les collèges et les lycées. Alors cette loi a été très controversée, même si la commission Stasi, qui en est à l'origine, l'a votée à la quasi-unanimité, moins la voix de Jean Bobéro. C'était considéré à l'époque comme l'hérétique de la commission Stasi. Et exactement, le seul à s'y opposer. Avec le recul, on se rend compte que cette loi a été appliquée avec modération mais fermeté et a permis de résoudre d'une certaine façon les conflits. Et assez récemment, une étude sociologique a montré que les petites filles d'origine musulmane qui avaient pu fréquenter les établissements scolaires et donc bénéficier de cet enseignement dans le cadre de la loi ont très très bien, sans abandonner bien évidemment la religion musulmane,
musulmane, très très bien réussi dans la société française et accompli de très très belles carrières. Donc c'est rendre hommage d'une certaine façon, si vous voulez, à cette loi. Elle n'a pas tout résolu les problèmes, parce que bien évidemment, le front s'est déplacé après vers d'autres problèmes. On a eu l'affaire de la crèche Baby-Lou et d'autres affaires qui sont advenues après. Et à l'époque, il y avait aussi un affrontement idéologique entre deux courants. Et on oublie de le dire, c'était une querelle entre laïcs. Certains considéraient que les usagers n'avaient pas à être concernés par la loi. Tout à fait. Et par tout l'univers laïque. Et d'autres considéraient, à l'instar de Régis Debray, qui évoquait la circulaire de Jean Zay, pas de signe religieux à l'école. Tout à fait. Et en fait, il y avait deux conceptions de la laïcité qui s'affrontaient. Et le grand tort, et ça nous aurait peut-être permis, donc vous voyez, les choses ne sont jamais fichées, d'éviter de légiférer. La loi de 2004, qui encore une fois a résolu des choses, mais a suscité de grandes turbulences, etc., ça aurait été d'évoquer la circulaire Jean Zay, parce qu'elle existait. Elle date, je le rappelle, des années 30. Pas de manifestation dans les établissements scolaires de signes politiques et de signes religieux. En fait, il y a 2 circulaires Jean Zay, pour être plus précis. Et elle n'a pas été reprise, alors peut-être, alors là, ça nous renvoie à un autre débat et à un autre de mes livres, la perte de culture politique et historique de la part de nos élites. Elle n'a pas été évoquée. C'est Debray, et d'une certaine façon, en instrumentalisant les choses, qui a récupéré. Si les politiques, tout de suite, avaient mis le holà en disant, voilà, on a cette circulaire, il faut la respecter, on aurait évité les débats des années 90. C'est très clair. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une grande réflexion sur la place du principe de laïcité dans la culture républicaine. Donc il y a eu des rappels pour montrer que le principe de laïcité participe au vivre en commun. Mais aujourd'hui, notre question, c'est comment la vulgariser à destination du plus grand nombre. Alors c'est très compliqué. Aujourd'hui, il y a chez nos jeunes, on l'évoquait tout à l'heure en off avant de tourner, eh bien une perte de repères. Alors me semble-t-il, l'école a bien évidemment un très grand rôle à jouer pour faire la pédagogie de la laïcité. Vous savez qu'il y a un débat même au sein du camp républicain et au sein de nos dirigeants, et c'est Debray d'ailleurs, Régis Debray, qui l'avait proposé dans un rapport célèbre, pour faire de l'enseignement des religions, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas dans nos établissements scolaires secondaires d'enseignement des religions. La religion, les religions ne sont enseignées que par le biais de la civilisation, un enseignement civilisationnel en histoire en l'occurrence. Et donc, on maîtrise mal les choses, on les connaît mal, y compris d'ailleurs les enseignants, donc ça c'est un vrai problème. Et puis une pédagogie peut-être à faire effectivement à la télévision. On peut déplorer que ça soit des gens qui aiment bien monter sur l'estrade, qui sont invités dans les débats, et pas forcément les meilleurs chercheurs ou connaisseurs de la laïcité, de l'histoire de la République. Ça c'est un tort. Et puis moins peut-être de débats, je dirais, de bonne vulgarisation à des heures de grande écoute que nous en avons eu il y a un certain temps. C'est un regret. Et aujourd'hui, mon cher Eric, nous venons d'adopter l'adoption de la loi confortant les principes républicains. Est-ce que vous voyez aussi une évolution de cette laïcité? Parce que beaucoup de juristes voient qu'il y a une grande évolution par rapport au principe de laïcité tel qu'il avait été adopté et voté en 1905. Tout à fait. Alors indéniablement, et je suis surpris si vous voulez, d'ailleurs sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup réagi autour de cette loi. Bon, elle a été promulguée en plein cœur de l'été, au mois d'août dernier, et très peu de gens, y compris des intellectuels, se sont emparés de cette loi, parce que cette loi modifie, amende, transforme d'une certaine façon notre laïcité. Elle s'inscrit dans le prolongement de la loi de 1905. Je disais tout à l'heure qu'on a un jalon important avec la loi de 2004, mais là encore plus. On va y venir dans un instant, je vais vous donner quelques éléments pour vous le montrer. Et cette loi nous montre bien que la laïcité, elle est évolutive. Encore une fois, c'est un principe qu'utilise l'État pour nous permettre de vivre en commun. Alors, sans porter de jugement de valeur sur cette loi, et l'historien le fera d'autant moins qu'il est davantage tourné, bien évidemment, vers le passé qu'à jouer un rôle de confident de la Providence pour essayer de prévoir l'avenir. Moi, je ne sais pas, personnellement, si elle va être une réussite ou un échec, cette loi. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'elle modifie considérablement les choses, et en particulier, elle permet à l'État de regarder davantage que ça ne l'était fait avant dans les lieux de culte, quels qu'ils soient, pour voir si n'y sont pas prêchés des discours de haine, des discours anti-républicains, voire des discours
terroriste, avec la possibilité pour l'État, par exemple, de fermer ces lieux de culte. Alors, c'était possible avant, c'était beaucoup plus compliqué, et la loi donne à l'État des moyens supplémentaires. La neutralité de l'État. Alors, j'évoquais tout à l'heure le fait que la loi de 1905 n'est pas constitutionnalisée, contrairement à ce que croient beaucoup de gens. Le président Hollande voulait le faire en 2012, après son élection, et puis finalement, il avait reculé pour différentes raisons. En revanche, le principe de neutralité, lui, est constitutionnalisé. Simplement, il ne s'applique qu'à ce qu'on appelle l'espace public, c'est-à-dire les fonctionnaires, les agents de l'État, hein, qui ne peuvent pas faire de prosélytisme et arborer, je dirais, un signe ostentatoire de la religion. Et la loi de 2021 l'étend. Elle l'étend à qui? Elle l'étend aux membres des conseils municipaux, par exemple. On en a très peu parlé, mais c'est plusieurs millions de personnes qui désormais sont concernées par ce principe de neutralité. Et elle l'étend également à tous les organismes qui ont une délégation étatique. Je pense par exemple aux services de transport en commun. La RATP, par exemple, hein, les transports urbains, y compris municipaux, les aéroports, désormais, les personnels de ces lieux de transport sont eux-mêmes astreints au respect du principe de laïcité. Elle touche également l'école, et en particulier l'école à domicile, hein, l'enseignement à domicile. Et là, ça a été l'objet de grandes controverses parce que les responsables des différents cultes trouvaient que là, on allait peut-être trop loin. Et en revanche, elle est très très modérée puisqu'il n'y a que 2 articles, et ces 2 articles à minima, sur les associations sportives, où là il y a un véritable problème de prosélytisme. Je rappellerai que le terroriste qui a assassiné mon collègue Samuel Paty, tchétchène, en fait, s'est radicalisé dans un club de lutte, hein, et certains ministres voulaient aller beaucoup plus loin dans ce domaine des associations sportives, et la loi d'août 2021 là est en revanche sur le reculoir. Elle dit très très peu de choses de ces associations sportives. On arrive à un dernier point qui est tout aussi important pour le devenir de notre République, les affrontements intellectuels au sein de la tradition islamique, notamment par rapport à la question laïque. Et comme vous le savez, il y a une grande tradition laïque en islam. D'ailleurs, vous évoquez d'ailleurs dans le chapitre tous les débats intellectuels qui est au XIXe siècle sur le rapport à la laïcité, et que qu'il y a un ensemble de débats qui traversent aussi le champ d'idées et intellectuels à l'intérieur de l'islam, et que cette bataille intellectuelle, elle est vitale, elle est importante pour le devenir de l'islam dans la société française. Tout à fait, tout à fait. Et comment avez-vous été amené justement à réfléchir sur cette question? Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'islam, je ne suis pas un théologien, mais le regard un peu distancié de l'historien, partant des problèmes que rencontre aujourd'hui notre société, m'a amené à me tourner d'une part vers le Coran, d'autre part vers la bonne littérature, et j'ai lu parcouru ou lu des centaines de livres sur le sujet, et j'ai consacré, vous l'avez rappelé, un chapitre sur les 11 de mon livre à Islam et laïcité. Or, les choses, je dirais, dès l'origine sont posées, même par le prophète. Je rappellerai la charte de Médine. Hein, on la cite souvent et on a raison de le citer parce qu'on peut faire cohabiter différentes religions. Alors après, il y a un durcissement qui s'opère, mais c'est un durcissement et des surinterprétations peut-être du Coran, d'une part par les califes, les successeurs, y compris les Rachidoun, les successeurs directs du prophète, et d'autre part par les hadiths. Hein, donc voilà, ça c'est le premier élément. Et puis je dirais qu'au tout début du XXe siècle, il y a 2 grands courants de l'islam qui se séparent, et on peut citer 2 grands théologiens égyptiens, Mohamed Abdou d'une part, et puis d'autre part Ali Abderzik, hein, et qui, autour de la notion de califat, au moment où Mustafa Kemal Atatürk supprime le sultanat d'une part et le califat de l'autre, 1922 et 1924. L'un, c'est Abdou qui le dit « Ah, c'est un grand tort, parce que l'Oumma doit être unifié, et ce qui doit commander la société en terre d'islam, c'est la religion. » Et au contraire, Ali Abderrazik qui dit, voilà, la religion, je suis un fervent musulman, est très très importante, mais par contre, on peut faire cohabiter une vision, je dirais, plus civile, y compris laïque, avec le message de l'islam. C'est une certaine forme de séparation des deux, et ça nous ramène à la laïcité. Et vous avez en terre d'islam des penseurs laïques.
Faisons le détour par le Liban. Le Liban a connu une guerre civile dans les années 1970-1980. Et au moment de cette guerre civile, eh bien, il y a eu une grande réflexion pour savoir s'il ne fallait pas justement mettre en place la laïcité française. Alors ça n'a pas pu advenir. C'est fort dommage parce que ça aurait permis de pacifier la société. Et de mettre fin au confessionnalisme. Exactement, exactement. Et d'autre part, et on regardait la laïcité française ici, et d'autre part, rappelons qu'en Tunisie, alors, bien évidemment, l'islam est religion d'État, mais quand même, eh bien, la liberté de conscience est reconnue constitutionnellement et tout le monde, et les religions peuvent cohabiter très très bien entre elles. Alors, il y a une exception aussi tunisienne, je pense aussi, Oui. cher Éric, et notamment sur le constitutionnalisme et la place aussi d'une grande tradition séculière, Exactement. héritage khaldounien, bourguibien aussi, donc il y a une grande continuité historique en Tunisie. Mais quel message pourriez-vous adresser aux Français de composante islamique et à l'ensemble de la nation pour leur dire que la laïcité est une loi de liberté, d'émancipation, et qu'elle est en rien attentatoire aux religions? Bien sûr, moi je crois qu'il ne faut pas que nos compatriotes musulmans se laissent, je dirais, berner par les extrémistes des deux camps. Parce qu'il y a bien évidemment des extrémistes musulmans, mais il y a aussi des extrémistes laïcs, voire même, puisque la laïcité, elle est née à gauche, mais aujourd'hui, on le sait, comme la gauche est très fragmentée, on le disait tout à l'heure sur cette question, elle a aussi beaucoup évolué vers la droite, voire vers l'extrême droite, avec une laïcité, une catho-laïcité comme on peut l'appeler, qui a tendance à ne pas placer les religions sur un même plan. Or, la laïcité, la véritable laïcité, ne fait pas de, je dirais, différence entre les religions. Et elle place nos compatriotes musulmans au même niveau que nos compatriotes catholiques et protestants. Et c'est ça qu'il faut que nos compatriotes musulmans comprennent. La laïcité est une chance. C'est un moyen pour eux de s'intégrer pleinement à la République, d'être pleinement citoyens. Donc il y a toute une pédagogie, me semble-t-il, ici à faire, parce qu'on donne une fausse image de la laïcité. Alors, chers internautes, je pense qu'aujourd'hui, on a essayé de répondre aux idées reçues sur la question laïque. Et nous, on remercie Éric Anseau d'être venu nous voir dans ce débat à deux voix. Et je ne pourrais que recommander son livre « Laïcité, un principe de l'Antiquité au temps présent » à lire.